Donc, du fait que l'on a 4 sous-unités, on a une interaction entre les 4 sous-unités pour fixer et libérer l'oxygène. Alors ça, c'est important car ça va permettre à l'hémoglobine de libérer progressivement l'oxygène en fonction de la pression partielle en oxygène. Donc on a une libération progressive de l'oxygène en fonction de la pression partielle en oxygène. C'est-à-dire qu'on n'a pas une courbe de ce type-là, si je pouvais schématiser comme ça. Ce n'est pas du tout ou rien. Suivant la pression partielle en oxygène, on va avoir plus ou moins de libération d'oxygène de cette hémoglobine. Donc ça, vous le reverrez normalement dans le cours respiration, donc je ne vais pas insister plus que ça. Et on va voir 6B, débit cardiaque et pression sanguine. Alors quand on parle du système cardiovasculaire, on parle très souvent de pression sanguine. Alors qu'est-ce que c'est que la pression sanguine? La pression sanguine, c'est la force exercée par le sang sur les parois des vaisseaux. Donc la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux. Et vu que le cycle cardiaque est une alternance de diastole-systole, on va avoir une variation cyclique de cette pression artérielle. On va en effet avoir une pression artérielle systolique au moment de l'éjection du sang dans l'artère. C'est la valeur la plus haute. Donc on va avoir une pression systolique qui correspond à l'éjection du sang dans l'artère. Et une pression diastolique au moment où les valves sigmoïdes sont fermées et où l'élasticité des vaisseaux permet la propagation sanguine. Et donc, on va déterminer une pression systolique qui est normalement de l'ordre de 120 mm de mercure, 120-130 mm de mercure, et une pression diastolique qui est de l'ordre de 80 mm de mercure, qui sont les deux valeurs qu'on vous donne lorsque vous allez chez le toubib. Alors évidemment, plus on va s'éloigner du cœur, plus cette pression va diminuer pour être nulle dans l'oreillette droite. Et le 12-8, on va le prendre au niveau du bras, d'accord, de façon très proche du cœur. Donc, comme je vous l'ai dit, la pression augmente pendant la systole ventriculaire et diminue pendant la diastole. Donc, pression systolique, pression diastolique. Alors, le débit cardiaque, lui, qu'est-ce que c'est? Le débit cardiaque, ça va être le volume de sang qui s'écoule par unité de temps dans un segment. Ce débit cardiaque, oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, pardon. Oui, donc le débit cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le volume de sang qui s'écoule par unité de temps dans un segment. Donc, ça n'a rien à voir avec la pression artérielle. Alors, ce débit cardiaque, il est de l'ordre de 5 litres par minute, ce qui est énorme. Et ce débit cardiaque, il va augmenter ou diminuer en fonction des conditions physiologiques. Ici, vous voyez que ce débit cardiaque, il va augmenter, par exemple, en fonction de l'exercice. Comment ce débit cardiaque va pouvoir augmenter? Par une augmentation de l'activité cardiaque.
augmentation du rythme, augmentation de la force cardiaque. Alors, ce débit cardiaque, il peut être très variable en fonction des territoires. Si on regarde ici au repos, vous avez ici les débits cardiaques au repos et ici les débits cardiaques lors de l'exercice. Eh bien, vous allez avoir des territoires où le débit cardiaque va être constant, ou à peu près constant. Ça va être le cas du cerveau. Il est très important que le débit cardiaque reste égal au niveau du cerveau pour avoir une bonne oxygénation nerveuse et des neurones. Également compte tenu de la fragilité des capillaires, ce qui peut entraîner des conséquences gravissimes au niveau de la circulation et du fonctionnement du système nerveux. Donc là, il est très important que cette régulation soit intense et que l'on ait un débit cardiaque constant. Par contre, si on regarde au niveau de l'effort, eh bien, vous avez des tissus qui ont besoin d'un apport d'oxygène. Par exemple, les muscles, ici. Mais vous voyez que le débit au niveau musculaire va fortement augmenter. Il passe de 1,20 à 12,5. Alors, si tous les tissus augmentaient leur débit, bien évidemment, il faudrait que le débit cardiaque augmente au-delà de ses capacités. Je crois qu'on ne fait plus cet exercice-là en TD, malheureusement, c'est assez intéressant. Et donc, évidemment, il y a des limites. Il y a des limites de rythme cardiaque et il y a des limites de force cardiaque. Les limites cardiaques, c'est de l'ordre de 200 battements par minute, on va dire 180 normalement. On ne peut pas aller au-delà de ce rythme. Et donc, ça limite ce débit. Et donc, si dans certains territoires, lors de l'exercice, le débit augmente fortement, il va falloir que dans d'autres territoires, ce débit diminue. Et ça va être le cas, par exemple, au niveau du système digestif. Vous voyez qu'au niveau du système digestif, ce débit diminue. Ce débit va également diminuer au niveau rénal, ce qui va permettre de compenser et de limiter l'augmentation du débit global. Donc, si vous êtes pour partir faire un footing, bien, vous avez tout intérêt à ne pas manger une choucroute avant, car vous allez mettre votre système cardiovasculaire en activation. Le débit musculaire va être très important, mais évidemment, le débit au niveau digestif va diminuer et donc la digestion va être rendue très lente. Et donc, bien évidemment, il est connu qu'on ne peut pas prendre un gros repas en allant faire un grand effort physique. Alors, comment vont se faire ces régulations? Bien, elles vont se faire principalement par des facteurs locaux et par des processus de vasoconstriction et de vasodilatation. Alors, si on revient à notre pression sanguine, notre pression sanguine, elle va dépendre de deux facteurs, du débit cardiaque et de la résistance périphérique totale. En effet, si le débit cardiaque augmente, alors comment ce débit peut augmenter? Bien, il peut augmenter si la fréquence cardiaque augmente, si la force de contraction augmente, eh bien la pression va augmenter. Si le débit diminue, baisse de fréquence, de force, eh bien la pression va diminuer. Et le deuxième point de régulation, ça va être la résistance périphérique. Cette résistance due au réseau de vaisseaux. Et donc là, ça va être les processus de vasoconstriction et de vasodilatation
qui vont intervenir. Si la vasoconstriction augmente, la résistance périphérique va augmenter et la pression va augmenter. Il manque une autre. Si la vasoconstriction diminue, donc si on a une vasodilatation, eh bien, on va avoir une baisse de la résistance périphérique et une baisse de la pression. Alors comment? Eh bien, principalement par une régulation sympathique pour les processus de vasoconstriction, par une baisse de l'influx sympathique pour les processus de vasodilatation, et par la voie du Héno pour la vasodilatation. Alors, on a ce système mis en place ici. Donc, la régulation va se faire au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux, à partir des centres bulbaires cardio-régulateurs, donc à partir de centres bulbaires cardio-régulateurs, accélérateurs ou modérateurs, via une activation parasympathique ou sympathique, qui vont moduler l'activité cardiaque et la vasoconstriction des vaisseaux. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ouais. Donc, cette régulation va mettre en jeu des centres cardio-régulateurs au niveau bulbaire, accélérateurs et modérateurs, qui vont moduler l'activité cardiaque et l'activité sympathique des vaisseaux par modulation sympathique, excitatrice, ou par modulation parasympathique, ici en bleu, en violet peut-être, c'est plus violacé ça, par régulation parasympathique inhibitrice. Merci. C'est encore ce qui est remis ici, hein, avec le cœur ici les vaisseaux, les régulations donc sympathiques qui vont être chronotropes. Chronotrope, c'est le rythme. Donc un effet chronotrope positif, c'est une augmentation du rythme. Inotrope, c'est une augmentation de la force. Donc, inotrope positif, c'est une augmentation de la force. Et donc, le système sympathique va être activateur, principalement via les récepteurs bêta et alpha, comme vous le verrez plus tard dans les cours. Bêta, c'est plutôt au niveau cardiaque, et alpha, c'est plutôt au niveau des vaisseaux. Et puis, vous allez avoir une régulation via le système parasympathique, mais là, principalement au niveau cardiaque. Un effet chronotrope négatif, inotrope négatif. Alors, vous avez d'autres systèmes qui sont mis en jeu, hein, en particulier la médulo-surrénale, qui est activatrice via la libération d'adrénaline, qui va jouer également un rôle donc, dans la régulation chronotrope positive, inotrope positive et de vasoconstriction. Voilà comment donc va être modulée la pression artérielle. Alors pour que cette pression artérielle soit modulée, eh bien, il faut qu'il y ait des détecteurs. D'accord ? Il faut qu'il y ait des détecteurs qui soient capables de dire la pression augmente ou diminue, on a besoin d'augmenter la pression, on a besoin de diminuer la pression. Et ces détecteurs, c'est ce qu'on appelle les barorécepteurs. Et on a deux régions, on va voir ces détecteurs ou barorécepteurs au niveau
de la crosse aortique. Et au niveau du sinus carotidien. Cette bifurcation au niveau de la carotide. Et donc, ces détecteurs vont être sensibles aux variations de pression et également à la concentration en CO2. Ce qui va moduler les centres cardiorégulateurs au niveau rachidien et entraîner la réponse au niveau cardiaque et au niveau vasculaire. Alors ça va fonctionner à tout niveau. Hein. Par exemple, si vous vous levez brutalement, bien évidemment, il faut que la pression artérielle se régule. Et donc, ces systèmes sont mis en jeu, par exemple. Quand vous courez, ça va également être mis en jeu. Donc, voilà. Donc, si on a une augmentation de pression, bien, on a une augmentation d'influx et la réponse, ça va être une diminution. Donc, un effet cardiomodulateur. Et qui va réduire cette pression et réduire le rythme cardiaque, réduire la force cardiaque, réduire la vasoconstriction pour provoquer une baisse de pression. Et donc, c'est tout ce que nous dirons sur cette physiologie du système vasculaire. Voilà, nous avons donc fini cette partie de cours sur le système cardiovasculaire. Et donc, nous allons passer au système digestif et donc la physiologie digestive. Avez-vous des questions sur ce cours cardiovasculaire? Two questions. 4, 5, 6, 7. Non. OK. All right. Donc, je vais aller chercher mon autre cours. Donc, cet autre cours, je vous l'ai mis sur Moodle. C'est celui-ci. Ça, je le ferme. Ça, je le ferme. Ça, je le ferme. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce foin encore? Ok. Mystère des fois. Et donc, ce cours s'appelle Système digestif et glandes annexes, et donc va nous occuper sur les 3 prochains créneaux. Donc, je suivrai ce plan. Alors, ce plan est un peu plus complet que ce que l'on va voir, puisque ce plan correspond à un cours de niveau L3 Master. Pourquoi L3 Master? Parce que c'est pour un master non spécialisé en bio, donc forcément de plus faible niveau qu'un cours de master. Mais il y a certaines parties que l'on ne verra que très succinctement, et je vous le dirai à ce moment-là, mais on va suivre globalement ce plan que vous avez ici. Alors d'abord, pourquoi un système digestif? Bien, si on prend une cellule, la cellule va effectuer des échanges directs avec le milieu extérieur. Si vous prenez une bactérie, la bactérie, elle va être capable d'échanger directement avec le milieu extérieur. Et ces échanges vont se faire à travers sa membrane plasmique. Et donc, on a une surface élevée d'échange pour un animal unicellulaire. Et donc, ça va suffire, cette surface d'échange, pour répondre aux besoins de la cellule, de l'élément unicellulaire. Alors, évidemment, les mammifères, les animaux supérieurs, ils ne sont pas unicellulaires, donc on ne va pas avoir ces échanges-là, et on ne va pas manger des molécules. Et donc ça sous-entend qu'il va falloir un système qui permette la communication
au niveau organisme et qui soit capable de transformer les aliments en molécules nécessaires au métabolisme. Alors pour le mammifère, enfin pour le mammifère ou même le non-mammifère d'ailleurs, ce qui va être à l'origine de l'alimentation, ça va être la nourriture, qui va être dégradée en nutriments, qui vont être absorbés dans la circulation sanguine et qui vont pouvoir donc être utilisés ensuite par les éléments cellulaires pour l'énergie et pour la physiologie cellulaire. Donc on voit qu'on a toutes ces étapes ici, nécessaires pour un organisme pluricellulaire qui n'était pas nécessaire pour une simple bactérie. La simple bactérie, elle capte ces nutriments et elle les utilise. D'accord ? Et puis évidemment, on va avoir besoin d'éliminer les résidus. La bactérie, elle élimine directement dans le milieu extérieur. Et nous, il va falloir qu'on élimine ces résidus. Donc ces résidus qui proviennent des nutriments, mais qui n'ont pas été utilisés, puissent être éliminés. Et donc on voit que ce système digestif, il va être à la fois capable de dégrader l'alimentation, il va transformer, il va être capable d'échanger avec la circulation sanguine et il va être capable d'éliminer les éléments non utilisables. Alors le corps, il a besoin de matériaux de construction, d'énergie. Ça ne va pas être ingéré en tant que tel dans la nourriture. Dans la nourriture, on va avoir des protéines, on va avoir des sucres, on va avoir des graisses. Et donc, il va falloir que ces éléments soient dégradés, ou transformés plutôt, en acides aminés, en sucre simple, en monosaccharides, en triglycérides et en acides gras, pour permettre le métabolisme cellulaire. Et donc, il va falloir qu'il y ait des systèmes qui permettent de transformer donc les aliments en molécules nécessaires au métabolisme cellulaire. Et donc, pour ça, il va falloir des systèmes enzymatiques. Et ces systèmes enzymatiques vont être apportés par le système digestif. Et bien évidemment, ces éléments seront utilisés pour la physiologie cellulaire, serviront à la fois de matériaux et de sources d'énergie. Et donc, nous allons passer à grand 1, caractéristiques générales. Alors, le système digestif, ça va être un tube musculé et des glandes annexes qui sont indiquées ici en flèche noire. Le tube musculeux, c'est ce qu'on appelle le tube digestif. Ce tube digestif, il va comporter des segments et des organes qui comprennent la cavité buccale. On verra par segment, c'est juste une introduction. Donc, la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac, l'intestin
Et ce tube digestif va se terminer au niveau du rectum et du canal anal. Ce tube digestif ne permettra pas à lui seul d'assurer les fonctions digestives. Et donc, pour que les fonctions digestives soient complètement assurées, il faut qu'il y ait des glandes annexes, que l'on verra dans un deuxième temps. Ces glandes annexes, elles comprennent les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire, et le pancréas, que l'on discerne ici. Alors, ces différents segments vont assurer 4 fonctions, enfin 3 fonctions. Ces différents segments, ils vont d'abord avoir un rôle de transit avec l'ingestion des aliments et la propulsion de ces éléments. Donc, on a un rôle de transit au sens large, qui comprend l'ingestion des aliments et la propulsion de ce bol alimentaire. Cette fonction de propulsion, elle est assurée globalement par l'ensemble du tube digestif. Œsophage, estomac, intestin. Donc, l'ensemble du tube digestif va jouer ce rôle de transit et de propulsion. C'est ce que l'on a ici avec ces petits chariots. La deuxième fonction assurée par ce système digestif, ça va être la digestion. Et cette digestion, elle ne va concerner que certains organes. La cavité buccale, pour une digestion mineure, l'estomac, qui va jouer un rôle assez important, et l'intestin grêle, en particulier le duodénum, la partie proximale de l'intestin grêle. Donc, ces 3 régions vont jouer un rôle important dans la digestion. Cette digestion, elle peut être due au tube digestif. Ça va être le cas au niveau de l'estomac. Ou mettre en jeu principalement les glandes annexes. Ça va être le cas dans la cavité buccale et surtout dans l'intestin grêle. Enfin, le tube digestif va assurer un troisième rôle fondamental. C'est un rôle d'absorption. Après la digestion, après la dégradation des aliments en molécules, on va avoir une absorption de ces molécules. Absorption qui permettra après le transit de ces molécules dans la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Et cette absorption, elle va concerner principalement l'intestin et de façon prédominante l'intestin grêle ou petit intestin. Vous voyez ici une grosse flèche pour le petit intestin, une flèche beaucoup plus fine pour le gros intestin. On verra qu'en effet, on a un phénomène d'absorption au niveau du gros intestin, mais qui est
mineure par rapport à l'absorption qu'on a au niveau de l'intestin grêle. Cette fonction d'absorption, là, elle met exclusivement en jeu les propriétés du tube digestif. A, la cellule musculaire lisse. Alors là, on va passer très vite puisqu'on a vu la cellule musculaire lisse dans les vaisseaux. Il y a juste 2-3 points qu'on va reprendre. Donc la musculature du tube digestif est une musculature viscérale. Et elle fait donc appel aux cellules musculaires lisses, aux muscles lisses. En effet, cette musculature doit permettre une contraction entraînant des déformations importantes et des contractions plus ou moins lentes et prolongées. Deux propriétés caractéristiques de la cellule musculaire lisse. Alors, le muscle lisse du tube digestif est un muscle unitaire. C'est-à-dire que les cellules sont en communication entre elles via des jonctions communicantes. C'est ce qui est résumé sur ce schéma-là. Je ne reviendrai pas sur le protéome contractile. On a vu pour le système vasculaire que l'on n'avait pas de sarcomère, mais qu'on avait des faisceaux de protéines contractiles, de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. Donc on a des faisceaux de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. Et le glissement des filaments d'actine sur la myosine va entraîner le raccourcissement de la cellule et la déformation de la cellule. L'activité électrique de ces cellules musculaires lisses est caractérisée au niveau du tube digestif par des ondes, par une variation rythmique et un potentiel de repos instable, que l'on voit ici. On a vu la dernière fois qu'une cellule s'est chargée négativement entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et en effet, ici, on a un potentiel négatif de l'ordre de moins 70 millivolts. Mais ici, ce potentiel n'est pas stable. On voit qu'on a des variations rythmiques de ce potentiel de repos, c'est-à-dire que l'on a des ondes lentes, ou REB, rythme électrique de base, ou Electrical Control Activity. Donc, on a une variation cyclique de ce potentiel de repos. Cette variation cyclique du potentiel de repos, cette activité électrique, elle prend naissance au niveau de cellules spécifiques des couches musculaires, au niveau de l'estomac et de l'intestin, qu'on appelle cellules de Cajal.
donc cellules de Cajal. Donc, ce sont des cellules musculaires lisses, localisées dans la paroi, on en reparlera, qui sont à l'origine d'une activité automatique, rythmique, qui forme ces ondes lentes de dépolarisation dont on a parlé. Cette activité électrique, elle va être propagée le long du type digestif via les jonctions communicantes. Cette activité électrique va pouvoir donner lieu à des potentiels de pointe que vous avez ici. Qui sont des potentiels d'action dus au calcium. Ces potentiels d'action dus au calcium vont être à l'origine de l'activité contractile que vous avez ici. On en reparlera quand on verra en particulier l'estomac. Au repos, on a une activité cyclique, comme ça. Ce sont des faibles variations de potentiel, hein, moins 40 à moins 60 millivolts. Et puis, lorsque l'on a une activation du système, on va voir l'apparition de potentiel d'action ici, que vous remarquez sur ces ondes lentes. Ces potentiels d'action, en fait, ils sont dus à une entrée de calcium dans la cellule. Et ce système va mettre en jeu l'activité contractile que l'on a ici de la cellule musculaire lisse. Vous voyez que quand on a juste les ondes, on n'a pas d'activité contractile. Quand on a un potentiel d'action, des potentiels de pointe sur les ondes lentes, on a cette activité contractile. La transition entre le repos et l'activité va mettre en jeu le système parasympathique qui est excitateur dans le système digestif. Donc, cette activation va mettre en jeu le système parasympathique qui est ici activateur. Donc, vous voyez que c'est différent du système vasculaire. Ici, je répète, le système parasympathique est activateur. Donc, cette activation va mettre en jeu le système parasympathique et des stimulations hormonales. Alors, on a vu dans le système vasculaire comment se faisait la contraction. Vous avez le résumé ici, je repasse très rapidement. Pour qu'il y ait contraction, il faut une augmentation de calcium qui va soit entrer via des canaux calciques, d'où ces potentiels d'action avec des potentiels d'action calciques, soit par libération des stocks internes par le récepteur IP3 principalement. Le calcium va se lier à la calmoduline, ici en rose. Et le complexe calcium-calmoduline active une enzyme qui s'appelle la myosine light chain kinase, ou MLCK, qui va phosphoryler la myosine, ce qui va permettre l'interaction actine-myosine. On parle de pont actine-myosine, ce qui provoque un glissement des filaments d'actine et donc la contraction. On a vu ça pour le système vasculaire. Et donc, cette contraction nécessite une phosphorylation de la myosine. C'est ce qui explique que la contraction soit plus lente que dans le muscle cardiaque ou le muscle strié.
pour qu'il y ait relâchement de la cellule, relaxation, il faut qu'il y ait une diminution de calcium, avec un recaptage dans le réticulum endoplasmique. Et il faut qu'il y ait une déphosphorylation de la myosine, qui met en jeu une myosine light chain phosphatase. Une phosphatase, MLCP, une phosphatase spécifique de la myosine. Donc, même principe que dans le système vasculaire. Et donc là, on voit l'importance de l'entrée de calcium par des canaux calciques, ce qui explique les potentiels d'action calcique contemporains d'une contraction. Et donc là, vous avez cette contraction du muscle lisse, et on voit que cette contraction, en effet, elle est beaucoup plus lente que ce qui existe dans le muscle squelettique ou le muscle cardiaque. Et donc, on va passer à l'histologie digestive, 1B. Alors, tout le long du tube digestif, sauf au niveau de la cavité buccale, on va retrouver une structure globale, une histologie globale du tube digestif. Cette structure globale, à partir de la lumière du tube digestif, qui est ici, elle comprend une muqueuse, une sous-muqueuse, ici en rosé, voilà. Une musculeuse, qui est ici, là et là, et une séreuse externe. On va également trouver le système nerveux autonome du tube digestif, le plexus nerveux sous-muqueux, sous la muqueuse, et le plexus nerveux mi-entérique entre les deux couches musculaires. Alors, qu'est-ce que ce plexus nerveux autonome? C'est un réseau de cellules neuronales, comme on le voit ici, on a tout un réseau de neurones qui forment ce plexus. Et ce plexus va être capable de réguler l'activité sécrétrice et contractile du tube digestif. Et donc, on va reprendre ces couches. En premier lieu, la muqueuse. Alors, la muqueuse, c'est la couche la plus interne. Elle comporte un épithélium. Il semblait que j'avais une photo, mais non, je n'ai pas la photo. Donc, un épithélium et du tissu conjonctif lâche. On a ici, on ne voit pas très bien, on discerne cette... je pourrais avoir laissé une diapo, j'aurais dû la laisser. On discerne un trait plus foncé. C'est la couche épithéliale, on en reparlera beaucoup plus tard. Et dessous, on a un tissu conjonctif. Un tissu conjonctif lâche qu'on appelle encore le chorion. Ah. Donc le chorion, qui est ce tissu conjonctif lâche sous la couche endothéliale. Sous la couche épithéliale, excusez-moi.
Alors, c'est au niveau de cet épithélium qu'on aura les processus de sécrétion et d'absorption. Et c'est une couche qui est renouvelée très rapidement. C'est ce qui explique que le tube digestif, en particulier l'intestin, soit très sensible aux traitements anticancéreux. Enfin, à certains traitements anticancéreux. C'est moins vrai aujourd'hui puisqu'on a des traitements beaucoup plus ciblés qu'auparavant où on utilisait surtout des molécules qui ralentissaient la physiologie de multiplication des cellules et qui donc touchaient par voie de conséquence ces cellules épithéliales qui ont un renouvellement très rapide. Donc, sous cet épithélium, on a notre tissu conjonctif. Dans ce tissu conjonctif, on va avoir présence de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques. Et comme les échanges vont être importants dans certaines régions, on va trouver des vaisseaux sanguins fenestrés, enfin des capillaires fenestrés, pardon, excusez-moi. Donc, on va trouver des capillaires fenestrés et un système lymphatique composé de vaisseaux assez larges, dont on parlera les kilomicrons. On en reparlera quand on sera dans l'intestin grêle. Donc les kilomicrons, qui sont ces gros vaisseaux lymphatiques que l'on trouve au niveau du tube digestif et plus particulièrement au niveau de l'intestin. Ça, je passe, on en parlera après, ces principales fonctions. Sous la muqueuse, on a la sous-muqueuse, et non pas la sous-muquaise. Alors, cette sous-muqueuse, c'est un tissu conjonctif qui est sous-jacent à la muqueuse et qui est richement irrigué par des vaisseaux sanguins et lymphatiques. On y trouve également des glandes, telles les glandes de Brunner. Et on va trouver, bordant cette sous-muqueuse, le plexus sous-muqueux, qu'on appelle encore plexus de Meissner. Plexus sous-muqueux ou plexus de Meissner. C'est ce que l'on voit sur ce document. On a donc ici la muqueuse, en rose très pâle. Et là, on a la sous-muqueuse en rose un peu plus foncé. C'est ce que l'on a là. Et vous voyez que bordant cette sous-muqueuse, on a ce plexus sous-muqueux, qu'on appelle encore plexus de Meissner. Alors, ce plexus de Meissner va réguler les glandes que l'on trouve au niveau de la sous-muqueuse et de la muqueuse. Donc, ce plexus de Meissner va réguler les glandes que l'on trouve au niveau du plexus sous-muqueux et au niveau de la muqueuse. Et également une fine couche musculaire qui borde la muqueuse que l'on appelle musculaire muqueuse. Donc on a une fine couche au niveau de la muqueuse qui est là, ce petit trait là, et c'est ce qu'on appelle la musculaire muqueuse. Alors cette musculaire muqueuse, elle n'a aucun rôle contractile. Elle permet juste des modifications de forme
de la muqueuse. Troisième couche, la musculeuse. Alors cette musculeuse, elle comporte deux couches, une couche circulaire interne et une couche externe longitudinale. Donc, vous voyez ici la comment ah, ici vous avez la muqueuse, ici vous avez la musculaire muqueuse, là vous avez la sous-muqueuse, là vous avez le plexus de Meissner, et là vous avez la couche circulaire, donc la couche musculeuse circulaire, et qui entoure finalement le tube digestif, qui peut former des sphincters. Et puis après, vous avez une autre couche musculaire que vous avez ici, que l'on discerne ici, qui est la couche longitudinale, qui, elle, est externe. Oui, il y avait une question, je crois. Est-ce qu'il est possible de revenir à la diapo d'avant, s'il vous plaît? Ouais. Celle-ci? Oui. Ça, vous l'avez dans le document que j'ai mis sur Moodle. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Ce que je vous passe, là, c'est ce que vous avez sur Moodle. Donc, il n'y a pas de surprise. Là, on voit peut-être mieux ces couches musculaires. Cette couche circulaire ici, interne, qui va s'épaissir au niveau des sphincters. Et cette couche externe, longitudinale, donc dans le sens du segment, que vous avez ici. Entre les deux couches musculaires, on va avoir un système nerveux autonome que vous avez ici, qu'on appelle le plexus mi-entérique. Donc, le plexus nerveux mi-entérique, qu'on appelle encore plexus d'Auerbach. Voilà, plexus mi-entérique ou plexus d'Auerbach. C'est donc ce plexus que vous avez ici. Ou ce plexus que l'on a schématisé ici. Alors cette musculeuse, elle va jouer un rôle contractile. On verra qu'on a des mouvements de péristaltisme qui servent à la propulsion et on a des mouvements de segmentation qui vont participer à une digestion mécanique et à un brassage. Enfin, on va avoir une dernière couche externe, qui est la couche blanchâtre jaune. Et cette couche externe, c'est ce qu'on appelle la séreuse. Alors cette séreuse, elle est constituée de tissus conjonctifs et d'une enveloppe protectrice qu'on appelle le péritoine. On va peut-être mieux le voir ici. Dans ce schéma, celle-ci est mieux. Vous avez ici cette séreuse. Vous voyez que cette séreuse est richement irriguée et innervée. Avec un mésothélium externe que vous avez ici. Donc vous avez un mésothélium externe. Qu'est-ce que je fais ?
Voilà. Mésothélium, c'est donc une couche de cellules endothéliales externes protectrices. Alors, on peut avoir une extension, un développement de cette séreuse. C'est ce que vous avez comme illustration ici. Dans certaines régions, par exemple au niveau œsophage, on a juste la séreuse comme ça, qui entoure le tube digestif. Puis dans certaines régions, on va avoir une extension de cette séreuse, c'est ce que vous avez ici. On parlera alors de mésentère, par exemple, au niveau intestinal, qui permet d'ancrer le tube digestif aux structures environnantes, et on en reparlera au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est l'ultrastructure qu'on va retrouver globalement tout le long du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au canal anal. Mais on aura des spécialisations de ces couches suivant la physiologie de l'organe. On en reparlera à ce moment-là. 1C, irrigation sanguine et innervation digestive. Alors, l'irrigation artérielle du système digestif va se faire par les artères mésentériques, inférieures et supérieures. C'est l'artère mésentérique qui se subdivise en une supérieure et une inférieure. Et par le tronc cœliaque, qui lui irriguera plus particulièrement l'estomac, et le foie via l'artère hépatique. Le système veineux correspondra au tronc-porte, qui ira irriguer le foie. Donc pour le système purement digestif, c'est assez simple. On a un système artériel, mésentérique, tronc cœliaque. Et puis, on a un système veineux qui donne lieu au tronc-porte, ou à la veine-porte. Par contre, pour le foie, c'est un petit peu spécifique. On a une artère hépatique. Et vous voyez que le foie va être irrigué à la fois par du sang artériel et du sang veineux provenant de la veine-porte. Alors ça, c'est intéressant, car du coup, ça va permettre de ramener au foie différents éléments provenant de l'activité du système digestif, qui seront transformés au niveau du foie en métabolites ou transformés pour élimination. Et puis le retour vers le cœur de la circulation sanguine du système digestif se fera via la veine cave inférieure, qui reviendra à l'oreillette droite. Alors, on a vu qu'on avait un système nerveux autonome qui est récapitulé ici, le plexus sous-muqueux et le plexus mi-entérique, qui permet le fonctionnement du tube digestif. Le plexus sous-muqueux régule plutôt les sécrétions. Le plexus mi-entérique va plutôt réguler l'activité contractile. Mais on va avoir une relation entre le système nerveux autonome
et le système végétatif. C'est-à-dire que le système parasympathique et sympathique végétatif vont s'ancrer sur le système nerveux autonome et pouvoir réguler l'activité de l'intestin. Le système parasympathique est activateur, le système sympathique est inhibiteur. C'est donc l'inverse de ce qui se passe dans le système vasculaire. Ça vous explique, par exemple, quand vous avez de l'exercice, une stimulation sympathique, vous avez une activation de la pression artérielle, et dans le même temps, on a une diminution du débit et de l'activité du tube digestif. On a également des voies sensitives qui renseignent le système nerveux central sur l'activité du tube digestif. Ce système nerveux va mettre en jeu des réflexes courts et des réflexes longs qui vont moduler l'activité du tube digestif. Les réflexes courts vont mettre en jeu les plexus nerveux locaux. C'est ce que vous avez ici. On va avoir des stimulations par des chimiorécepteurs, des mécanorécepteurs, qui vont mettre en jeu donc le système nerveux autonome et une réponse musculaire et contractile et sécrétrice. Une stimulation chimio ou mécano, des mécanorécepteurs et des chimiorécepteurs qui vont moduler l'activité du plexus nerveux autonome, ce qui va entraîner une réponse contractile ou sécrétrice au niveau du tube digestif. Ça, c'est un réflexe court. Et puis, on a des réflexes longs où les stimulants vont entraîner une activation du système nerveux central avec une réponse parasympathique, la plupart du temps sympathique, modulant le plexus nerveux local et donc l'activité contractile et sécrétrice. Donc très souvent, on va avoir mise en jeu de ces régulations, réflexes courts et réflexes longs, dans la modulation de l'activité électrique et contractile et sécrétiste du tube digestif. Donc voilà, 3 types de régulation. Les réflexes nerveux courts, les réflexes nerveux longs. Donc là, les réflexes courts, ça va permettre à l'organe de répondre à l'arrivée des aliments à son niveau. Les réflexes longs, ça va permettre de moduler l'activité du tube digestif. Donc on parle de réflexes intrinsèques, extrinsèques aussi, si vous préférez. Et puis on aura une régulation hormonale également de l'activité, dont on parlera dans certains organes. Et donc on va passer à grand 2, anatomie et fonctionnement du tube digestif. Et donc on va voir ce tube digestif par
par segment d'intérêt. Et le premier segment qu'on va considérer, 2A, bouche, pharynx, œsophage. Et on va d'abord dire quelques mots de la cavité buccale. Alors, la cavité buccale, comme chacun sait, est limitée en avant par les lèvres, sur les côtés par les joues, qui sont des muscles squelettiques à la base. Cette cavité buccale est délimitée à sa base par le plancher buccal, osseux, et par le palais dans sa partie supérieure. Alors, ce palais est constitué de deux parties. Une partie initiale qui est osseuse, ou palais dur, et le palais mou, en arrière, qui forme une extension qu'on appelle l'aluette. Sur la partie supérieure, donc c'est le palais qui va délimiter cette cavité buccale avec une partie osseuse, le palais dur, qui est une surface rigide et qui s'étend par le palais mou. Le palais mou, c'est du muscle squelettique avec une extension, l'aluette, dont on parlera au moment de la déglutition. Alors, dans cette cavité buccale, on va trouver, on va dire, deux éléments importants. Le premier, ce sont les dents. Alors, les dents comportent une racine, un collet et une couronne, qui est la partie qui émerge dans la cavité buccale. Une racine, un collet, une couronne. Ces dents sont localisées dans les alvéoles des os de la mâchoire. Ces dents sont ancrées aux alvéoles par le ligament alvéolo-dentaire. Ces dents sont ancrées dans les alvéoles, attachées, c'est pas très correct, ancrées, par le ligament alvéolo-dentaire que vous avez ici. Ces dents comportent un canal radiculaire, un orifice apical qui permettent l'innervation et l'irrigation de la dent. Ces dents comportent un canal radiculaire, un orifice apical qui permettent l'irrigation et l'innervation de la dent, et une chambre pulpaire interne constituée de tissus conjonctifs, richement innervés et irrigués, donc le canal radiculaire, un orifice apical qui permettent l'arrivée de l'irrigation et de l'innervation, et une chambre pulpaire, richement innervée et irriguée. Cette chambre pulpaire est délimitée par l'ivoire de la dent, qui confère à la dent sa forme. Cet ivoire est une structure moyennement résistante, en particulier à l'acidité. C'est une structure dense
mais qui est moyennement résistante à l'acidité et aux agressions. Et donc la dent va être protégée, en particulier dans sa partie couronne, par une couche d'émail qui est en particulier constituée de carbonate de calcium. Cet émail va protéger cette dent, va lui conférer sa solidité. Alors, les dents sont au nombre de 20 chez l'enfant, avec une empreinte qui correspond à 2 incisives et une canine, 2 molaires. Ces dents de l'enfant se résorbent pour donner la place aux dents permanentes de l'adulte, qui sont ça dépend. Comment vont les caries? Eh bien, les caries, en fait, c'est une agression de l'émail, hein, donc, qui peuvent atteindre l'ivoire. L'émail, normalement, est difficile à altérer. Mais lorsque l'émail est altéré, donc, cette infection va atteindre l'ivoire, qui, elle, est beaucoup plus fragile, et donc qui va pouvoir être beaucoup plus facilement altérée, jusqu'à atteindre cette chambre pulpaire, et c'est alors qu'on va avoir donc une sensibilité de cette carie, hein, du fait de l'innervation de cette chambre pulpaire. Donc il faut en fait faire contrôler ces dents régulièrement pour que l'on puisse pallier à une altération de la paroi de la dent avant qu'elle commence à être dégradée au niveau de l'ivoire et jusqu'à la chambre pulpaire. Voilà pour la réponse, pour la question qui m'était posée. Donc, on a 20 dents chez l'enfant qui se résorbent, qui vont donner la place aux 32 dents permanentes chez l'adulte. On a donc 4 fois ce motif, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Dans ces 3 molaires, on a une dent que l'on appelle la dent de sagesse. Donc, on a 4 dents de sagesse normalement. Alors, ces dents vont avoir différentes propriétés. Elles sont constituées différemment. Les incisives découpent. Elles sont aiguisées et elles découpent. Pardon. Les canines sont des dents qui vont déchirer et qui prouvent bien qu'à l'origine, l'homme est omnivore et aime la viande. Et puis après, on a des dents à plusieurs facettes. Les molaires à 2 facettes et les molaires à 4 facettes. Les prémolaires et les molaires, elles vont écraser les aliments. Incisive coupe, canine déchire et prémolaire molaire écrase les aliments. Voilà, voilà, voilà. Et là, c'est la même chose. J'aurais pu simplifier mon message. Deuxième élément qui va être important dans la cavité buccale, c'est la langue. Alors, la langue est constituée de muscles squelettiques. Et on va distinguer des muscles extrinsèques de muscles intrinsèques. Les muscles extrinsèques que vous avez ici, que je ne vous demande pas de retenir, tel le muscle styloglosse ou hyoglosse, sont des muscles qui vont permettre un changement de position de la langue, d'avant en arrière par exemple. Donc, les muscles extrinsèques vont permettre les modifications de position de la langue. Les muscles intrinsèques de la langue, que vous avez ici, longitudinal supérieur, longitudinal inférieur, verticaux, transverses, vont induire des changements de forme de la langue.
Cette langue va être aux 2/3 dans la cavité buccale, jusqu'au V lingual. Le V lingual que vous avez ici va se trouver dans l'oropharynx. C'est-à-dire la cavité en arrière de la cavité buccale. Dans cette partie, donc là, on est dans l'oropharynx. Ça comporte le V lingual, l'oro, O-R-O, pharynx. O-R-O, donc l'oropharynx. Donc, au niveau de l'oropharynx, on va avoir le V lingual, qui est cette partie terminale de la langue, et une région que l'on appelle l'amygdale linguale. Et l'amygdale linguale, c'est du tissu lymphatique. Donc, l'amygdale linguale. Cette amygdale linguale, qu'on distingue un petit peu ici, elle va former avec les amygdales palatines sur les côtés un système protecteur du tube digestif des agents pathogènes de la cavité buccale. L'amygdale linguale et les amygdales palatines sur les côtés vont former un tissu protecteur du tube digestif contre les agents pathogènes provenant de la cavité buccale. Donc c'est un petit peu comme les ganglions lymphatiques, on va avoir du tissu lymphoïde qui vont déclencher une réponse immunitaire et des macrophages. Quand on a infection, bien évidemment, on a réponse immunitaire et activité des macrophages, et donc ça va rendre ces amygdales douloureuses. Alors la surface de cette langue n'est pas lisse, elle est rugueuse, et elle est rugueuse de par la présence de papilles. De papilles filiformes, de papilles fingiformes et de papilles caliciformes. Alors ces papilles sont en quelque sorte des boursouflures de la surface qui comportent des cellules nerveuses ou bourgeons gustatifs. Ce que l'on voit ici vous avez les cellules musculaires de la langue. Et là, on a des cellules nerveuses sensorielles qui forment cette papille gustative. Alors, qu'est-ce que ces papilles gustatives, ces bourgeons gustatifs? Eh bien, ce sont des structures nerveuses sensibles au toucher, donc tactile, donc une sensibilité tactile, ou sensibles au goût. Sucré, salé, amer, acide, tout simplement parce que l'on a au niveau de ces cellules nerveuses des canaux ioniques
sensibles à ces molécules chimiques. Donc, tout est ionique dans la vie, on déplaise à certains. Et donc, au niveau de ces cellules, en fait, on va avoir des canaux qui sont sensibles à l'étirement. Et donc, on va avoir des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est tout simplement ça. Ce sont des canaux qui sont modifiés lorsqu'on étire une cellule, et donc ça entraîne une réponse électrique. On parle de mécanorécepteurs. Et on va avoir également des canaux ioniques qui sont sensibles à certains agents chimiques, par exemple les acides gras, l'acidité. Quand on a une molécule acide, eh bien, le canal va s'ouvrir. Et donc, ça va entraîner une réponse électrique de la cellule. Et donc, ces cellules, ce sont des cellules nerveuses, hein, un petit peu modifiées, mais ce sont des cellules nerveuses qui comportent ces canaux et qui sont soit des mécanorécepteurs, donc sensibles au toucher, soit des chimiorécepteurs, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles au goût sucré, salé ou amer. Et donc, ça forme ces bourgeons gustatifs que l'on va trouver au niveau des papilles filiformes et fingiformes. Au niveau des papilles caliciformes, on va également trouver des glandes séreuses, glandes von Ebner. Vous avez ici. Donc, au niveau des papilles caliciformes, on va également trouver des glandes séreuses. Là, vous voyez les bourgeons gustatifs. Et on a également donc, des glandes séreuses de von Ebner qui sécrètent du mucus, donc de la salive. Et donc, la langue va être responsable de la gustation grâce à ces papilles. On a des papilles plus sensibles au sucré en bout de langue, acides en fond de langue, sensibles au salé et à l'amer. Alors, cette cavité buccale, elle va être le lieu d'un processus digestif qui correspond en fait à la préparation des aliments au transit. Et pour ce faire, on va avoir l'activité des dents et des muscles de la mâchoire qui vont broyer les aliments, homogénéiser ces aliments. Donc, on a les muscles de la mâchoire, on a les dents qui vont permettre de broyer et d'homogénéiser les aliments en une sorte de pâte qu'on va appeler bol alimentaire. Ce bol alimentaire, il va être également malaxé par la langue. Et ce bol alimentaire, il subira les transformations de la salive, dont on parlera plus tard quand on verra les glandes salivaires. Donc, on a un premier processus de préparation des aliments au transit. C'est ça le plus important. C'est sûr que si vous prenez un steak et que vous ne le mâchez pas et que vous l'avalez direct, ça ne va pas être cool. Alors que grâce à la mastication et grâce à l'activité de la salive, ce steak va être réduit en pâte. Et donc, cette pâte va pouvoir glisser dans le tube digestif. Donc, pour l'illustration de tout à l'heure, là, vous avez la langue. Là, vous avez donc la cavité buccale. Là, le palais. L'oropharynx, c'est ce que vous avez ici. Cette région-là, l'oropharynx. Et donc, suite à l'oropharynx, on aura le pharynx, qui est ici. Pardon. Le passage du bol alimentaire dans l'œsophage va répondre au phénomène de déglutition. Et donc, nous commencerons le cours de la prochaine fois par la déglutition. Donc, je vous propose d'arrêter ce cours ici, à la fin de la cavité buccale. Bon.
Plus personne. Pour les papilles, alors pour les papilles, je vais répéter pour les papilles. Les papilles, vous l'avez sur cette diapo-là. Hein. Les papilles pour le sucré sont en bout de langue. Les papilles pour l'acidité, c'est dans la partie terminale de la langue, terminale de la cavité buccale. Et puis pour le salé, c'est dans différentes régions. Ok, donc je vous mettrai ce cours-là et je vais vérifier pour les autres sur Pod. Si vous ne les retrouvez pas, vous me tenez au courant. Et donc, on se retrouve jeudi pour la suite de ce cours. Bonne fin de journée.